Bon alors, comme prévu, coucou, pour l'article de la décroissance. Donc vous voyez, c'est le numéro double de juillet-août au prix de 7 euros. Donc ça vous fait 3,50 le mois, ce qui est quand même donné. Non, c'est toujours des gros numéros. Donc pour ce numéro double, on parle justement de malheureusement la décroissance qui a été, et l'écologie en fait, qui a été rattrapée par l'écologie économique, on va dire, c'est-à-dire l'ultralibéralisme qui s'est introduit. Désolée, il y a le ventilateur, donc du coup ça me fait des trucs pas possibles. Alors j'adore regarder les illustrations. Non à la bureaucratie et non à l'éco-bureaucratie. Donc hyper intéressant, j'avais d'ailleurs relevé des trucs à vous lire. Sur la récupération. Donc je vous le dis vite fait. Hein. On comprend bien le dilemme. Si un objecteur de croissance veut prendre le pouvoir pour prétendre renverser les choses, il doit renoncer à de telles idées. Tout sera mis en œuvre pour... tout sera, oulala, l'illusion, mis en œuvre pour le coup... bah non, c'était bon. Pour justifier l'oubli de ces dernières. D'où les multiples avertissements d'un Jacques Ellul. Souvenez-vous, je vous avais parlé de Jacques Ellul, mon idole, sur l'illusion politique. C'est peu dire qu'ils n'auront pas suffi. Un des personnages les plus caricaturaux de l'écologie institutionnelle le reconnaissait lui-même, Yannick Jadot, se désolait de voir ses collègues prêts à quitter le parti pour des fonctions de secrétaire d'État ou contre un ministère. Un tel opportunisme ne s'est jamais vu dans un parti politique, disait-il. Cette dérive trouve son achèvement dans la figure de François de Rugy. Au fil des années, cet ex-élu EELV est devenu une sorte de réincarnation de Claude Allègre. Le titre de son nouveau livre est tout un programme. Comment la technologie peut sauver la planète, sortir de la paralysie de la peur, chez Duno 2025. Il a même été préfacé par qui? Par Emmanuel Macron, expert pervers dans la stratégie de la peur. Voilà. Donc là, j'avais pris aussi... voilà, c'est le cœur de l'œuvre du pape français de la décroissance, Serge Latouche, notre professeur d'économie émérite, a mis au centre de sa persévérante et puissante réflexion le refus de l'économisation du monde, un mot savant pour signifier une opposition au règne de la quantité, c'est-à-dire la réduction de l'être humain à sa dimension économique, un producteur-consommateur dont on mesure l'épanouissement à l'aune de l'augmentation du PIB, le produit intérieur brut. Ce qui compte ne compte pas, explique Serge Latouche, le sourire de nos grands-mères par exemple. Donc ils nous disent, alors eux ils se sont créés la décroissance en 99 et ils s'appelaient à l'époque les casseurs de pub. Alors finalement, en 99, nous écrivions l'essentiel dans l'éditorial du premier numéro des casseurs de pub qui allait devenir la décroissance. Dans cette profession de foi, nous déclarions notre engagement. Ils sont tapis dans l'ombre, tous les petits Mao, Benito, Adolphe, Joseph, prêts à assouvir leur soif de pouvoir absolu. Ils sont potentiellement chez l'autre, mais aussi enfouis en chacun de nous. Ils attendent l'horreur si proche. Quand la planète arrivera au bout de ce qu'elle peut nous donner, quand tout sera devenu rare, l'air, le pétrole, l'eau, quand apeurés nous réclamerons tous des pouvoirs forts pour nous sauver de notre soif sans fin de consommation, ils seront là. Changeons le monde pour conserver notre bien le plus précieux, la liberté. Un quart de siècle plus tard, nous ne disons pas autre chose. Donc ça, c'est un très bon article de Vincent Chenet. Donc voilà, l'éco-technocratie vous souhaite bienvenue dans un monde plus vert. Et moi, je voulais vous lire, je vous avais dit que j'allais vous lire un article qui m'a l'air bien rigolo et malheureusement pas si rigolo. Alors là, je vous avais mis également ça, c'est une chaîne que je sais pas si... Non, je suis même pas abonnée. Mais je regarde de temps en temps, et puis comme j'ai cliqué plusieurs fois, bah, du coup, ça se remet. Donc, c'est École Buissonnière Nomade. Donc, c'est Cécile et son compagnon. Alors, je ne sais plus comment ils s'appellent. Donc, eux, ils vivent un petit peu de façon très décroissante, justement, en pleine nature. Cécile, qui est une grande sportive, se baigne été comme hiver dans la rivière près de leur terrain. Tout ça. Mais c'est important le côté rivière. Et là, je tombe aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, sur une vidéo concernant le bioéthanol ou essence pour voiture, ou pour voiture essence. Donc son compagnon nous explique comment il a trafiqué illégalement. Alors je dis illégalement parce qu'il l'a dit lui-même.
Je balance pas les copains, attention. Hein. Alors pour une 4L par exemple, un moteur simple, il faut juste faire un trou de 1 mm 3 au lieu de 1 mm au niveau d'un injecteur. Et puis pour la Twingo de sa chérie, lui c'est une 4L, et pour la Twingo de sa chérie, il faut racheter un boîtier, parce que c'est des bagnoles électroniques, voilà. Et effectivement, le bioéthanol, là vous voyez, c'est l'essence, elle est à 1,72, donc pour 30 balles, vous avez 17 litres 35. Et sauf que elle, pour 20 balles, elle a presque 30 litres, il est à 0,60 le bioéthanol. Le problème, c'est que quand ces gens-là, pour qui j'ai du respect, hein, qui vivent en décroissance et tout, vous parlent de se nourrir de plantes cueillies dans la nature, de vivre au RSA parce qu'ils respectent leur rythme de vie, patin couffin, de se baigner dans la rivière et tout, c'est magnifique. Sauf que le bioéthanol, éthiquement parlant, c'est quand même pas top. Hein. Parce que quand on parle de respect de la planète, il faut savoir comment c'est produit. Donc chez nous, c'est produit, et partout dans le monde, hein, on vire des agriculteurs pour produire cette merde. Pas cher, pour le moment. Ça va pas le rester, hein, les copains. Donc c'est à base de maïs, ce fameux maïs de merde, qui est une plante tropicale, qu'on arrose, et figurez-vous qu'en France, on pompe dans les rivières. Donc Cécile, si tu m'entends, faut que tu arrêtes le bioéthanol, parce que ta rivière, qui est magnifique, et l'autre rivière qui est aussi magnifique dans laquelle tu te baignes, un jour tu la verras plus, parce que tu mets du bioéthanol de merde dans tes bagnoles, voilà. Donc ou alors change de moyen de transport, mais je suis qui moi pour juger? Donc alors je vous avais dit, on va se lire ça. Des missionnaires chez les ploucs, voilà, faut que j'aille vite, hein. Ils votent mal, ils sont trop attachés à la maison individuelle, trop dépendants de leur voiture, pas assez convertis à la modernité écologique, dictée par la métropole, qui, les campagnards bien sûr. Selon les lieux communs en vogue, les campagnes seraient conservatrices, par opposition bien sûr au progressisme des villes lunaires. On ne peut être progressiste si on ne reconnaît pas le fait urbain et la disparition des sociétés rurales, nous disait tout en subtilité le géographe Jacques Lévy dans Libération le 14 octobre 2018. Ces sociétés rurales en voie de disparition seraient misérables à civiliser, à développer et à convertir à la modernité vue des métropoles, une modernité écologique, cela va sans dire. Commençons par le misérabilisme, un classique. Les ruralités accueilleraient beaucoup de pauvres et de précaires. C'est une réalité, selon les journalistes parisiens. Là se trouverait l'explication première des votes réactionnaires. Les sous-diplômés, éloignés des grands bassins d'activité, nourriraient un sentiment de déclassement, voire d'abandon, qui se traduirait en défiance dans les urnes. Toutefois, deux bons samaritains verts proposent de développer ces zones vues comme abandonnées en déployant des centrales électriques, éoliennes et photovoltaïques, des usines à biogaz, des zones touristiques, parcs naturels et autres projets de, entre guillemets, mobilité douce. Rien n'est plus efficace que de continuer à abaisser symboliquement des formes de vie encore souvent présentées à gauche particulièrement comme arriérées, fous de chasse et viandards, entre guillemets, réac, entre guillemets, et pollueurs, gilets jaunes, accrochés à leur voiture et supermarchés. Alors, je vais vous dire, là, je reprends mobilité douce, on l'a eu, on l'a chez nous. C'est-à-dire que notre mairie actuelle nous a imposé des pistes cyclables. On est un village de campagne, on est en plein trou du cul du monde. Donc on a certaines rues, des petites rues, la rue de mon médecin d'ailleurs, voilà, qui me dit j'en peux plus quoi. Même lui il en peut plus. Il ne l'aurait mis en sens unique, ça aurait été très bien. Hein, pour un mec qui fait du vélo, on a deux qui font du vélo, voilà, tous les jours, hein, on va dire, voilà. Donc ils nous ont mis, ils ont changé la rue, ils ont mis, je vous l'avais filmé les amis, on a une voie qui est aussi grande, double sens hein, pour les vélos bien sûr, aussi grande que la rue, la voie pour les voitures, les camionnettes, tout ça. Et notre voie de voiture à nous est également mangée par des places avec des haricots, vous savez, des haricots en ciment, pour des places pour se garer, alors que tous les gens de cette rue ont des maisons particulières et des garages, des cours, tout ça, et ils rentrent tous les soirs leur bagnole.
Donc, si c'est pas un gros foutage de gueule, et donc tous ces jours, moi je passe plus par là, mais tous les jours, j'ai trouvé des feintes, moi. Mais tous les jours, on a affaire à des gens qui forcent, parce qu'il n'y a pas la priorité, il y a la priorité que dans un sens. Et un jour, si ce n'est déjà arrivé, on va avoir des chocs frontaux. Moi, une fois, j'étais dans ma priorité, depuis je prends plus. Hein. Et il y a un mec en face qui a forcé, et j'ai été obligée de me rabattre in extremis sur la piste cyclable, sans avoir même eu le temps de voir s'il y avait un mec à vélo. Je vous promets que c'est vrai. Donc, j'aurais été bien entendu dans mon tort de tuer un gars. Mais en face, le gars était aussi dans son tort. Alors, on fait comment? Bref. Ça, c'est les zones de mobilité douce. Voilà. Sachant aussi qu'à partir de 50 ans, faire du vélo, hein, on voit à Lyon comment tout est détruit par la mairie écolo. Hein. C'est pas forcément toujours possible, les gars. Hein. Voilà, on n'est pas très loin d'une thérapie de conversion. Alors la thérapie de conversion, pour ceux qui se réveillent, c'est un truc aux États-Unis surtout, qui cherche à faire changer de sexualité les homosexuels. Hein. Voilà, les reconnaître comme des gens malades. Donc apparemment, on est malade. C'est ici que le deuxième procédé de la reconquête apparaît. Pour les convertir, il faut se réapproprier les campagnes, et pour cela les louanger pour leurs ressources, que les habitants ne sauraient valoriser d'eux-mêmes. Bah non, c'est vrai qu'on est des grands enfants. Certaines magnifications propres à l'écologie urbaine et au bien-être personnel gagnent ainsi les jolies contrées bucoliques, que l'on songe aux différentes vagues de néo-ruraux et à certains écolieux notamment. Pour qui souhaite redonner du sens, se reconnecter à la nature. Là seraient les lieux de vie à privilégier. Existent donc les foyers ruraux. Bienvenue au tiers-lieu culturel, alimentant parfois quelques carrières d'émissaires, voire de missionnaires. Les campagnes offrent de belles aménités pour les cadres surmenés par des rythmes effrénés, mais aussi pour une grande militance de gauche qui, globalement perdue, commence à comprendre que l'avenir de l'humanité passe par la décroissance et, ce faisant, combat timidement la métropolisation. Cependant, les cultures locales ne s'en laissent plus trop compter. Dès lors, face aux tensions parfois vives entre autochtones et néo-ruraux, un troisième procédé fait son entrée. Il conviendrait de dépasser l'opposition ville-campagne pour encore mieux faire main basse sur celle-ci. C'est l'objet d'un rapport remis à la ministre déléguée chargée de la ruralité par le conseil scientifique du programme France Ruralité le 28 mai dernier. Il s'agirait, oui je lis sans, vous vous rendez compte, hein, je lis vite, hein, j'aspire les virgules. Il s'agirait, comme l'évoque Le Monde, le même jour, de sortir de représentations figées, de dépasser le tout urbain des 50 dernières années, notamment pour œuvrer à la transition écologique, quel mot que je déteste. Et comment s'y prend l'État? Je vous le donne en mille. En faisant appel à des spécialistes de la ville. Sur les 19 membres du dit conseil scientifique auteur du rapport, 13 chercheurs viennent de l'urbanisme des métropoles, y compris de cabinets de conseil parisiens. Aucun d'entre eux n'a mené une seule recherche sur la longue histoire des campagnes, des mondes paysans et artisans. La reconquête des campagnes est donc non seulement une méconnaissance, mais surtout une table rase, celle des habitudes et coutumes de vie. Il est vrai que l'irruption de la ruralité populaire engage un réflexe de contre-attaque chez une grande partie des classes dominantes dont le style de vie s'est construit par la distinction. Écrit Benoît Coquart. La concentration de la population dans d'immenses agglomérations a beau être ressentie comme invivable, la pensée urbano-centrée continue à porter un regard condescendant sur les campagnes. À y regarder de près, les nouveaux avatars du messianisme urbain ne sont pas sortis des ploucs, bouseux et cutéreux, actualisés par tout un tas de termes officiels, chatoyants véhiculés par ces mêmes discours savants. Ville moyenne, diagonale du vide, péri-urbanisation, mitage des paysages, pour parler d'habitats dispersés propres à la campagne. Et qu'est-ce qu'on est bien en habitat dispersé, les amis. Tout cela, bien évidemment, au détriment de manières de vivre qui, sans les enjoliver, présentent, en raison même de cette longue histoire de relégation, quelques potentialités subies ou choisies au regard des bouleversements écologiques en cours et en comparaison de l'idéologie métropolitaine de la consommation. Pratique vivrière, dessin d'autonomie, culture de la limite. Voilà bien, pourtant, des dispositions et cultures populaires de l'écologie qui aideraient en ces temps d'ébriété. Loin de reconquérir, entre guillemets, les campagnes, c'est de l'empire urbain dont nous devons nous délester.
Donc c'est un article très succulent, je trouve, de Guillaume Faburel. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt et pour d'autres lectures de la décroissance. Bisous bisous.